Paf. Voilà, on va parler effectivement de cette question et si demain on achetait plus responsable, la mise en place d'achats plus durables dans l'entreprise. Euh, c'est une question sur laquelle je trouve qu'elle a tout son intérêt à aujourd'hui. Si on fait un petit peu du contexte, j'ai envie même de le faire ressortir un peu plus que la simple crise actuelle. Je vous ai mis ici différentes photos. On va retrouver des données, par exemple, d'échanges mondialisés. Ce n'est pas une nouvelle. On le voit notamment avec la problématique actuelle de fourniture, notamment de masques chirurgicaux, de masques FFP2. On a cette vraie, finalement, difficulté de pouvoir s'approvisionner du fait qu'on a complètement laissé, est-ce qu'on l'a laissé, en tout cas on l'a peut-être aussi choisi, mais on a une production des masques qui sont faits en Chine pour la plupart. C'est le cas pour pas mal d'activités. Alors si vous prenez par exemple, j'ai mis en bas une photo, peut-être que ça parle à certains, l'immeuble qui s'est effondré en bas, c'est le Rana Plaza. Le Rana Plaza, c'est un immeuble au Bangladesh qui s'est effondré il y a plusieurs années maintenant. Moi, c'est un élément qui m'a profondément marqué, puisqu'il y a eu plusieurs centaines de dizaines il y a eu plusieurs centaines de morts. C'est aussi, ça a mis en exergue la relation qu'on avait avec les pays de production à bas coût, puisqu'on a retrouvé des marques comme Auchan, H&M, CA produire finalement leurs textiles là-bas. Et on était aussi acheteurs, que ce soit au titre professionnel ou au titre particulier, acheteurs de ces produits-là. Et ça a mis en exergue aussi cette difficulté qu'on avait et notre responsabilité, notre propre responsabilité à acheter des produits finalement qui venaient de plus loin. Donc la deuxième petite image, on avait la mondialisation là au-dessus avec la planète et finalement l'ensemble des produits, des services qui sont échangés et produits à travers le monde. On est obligé de parler parce qu'il ne faut pas se cacher ici des choses. On peut parler aussi des mouvements des Gilets jaunes qui nous ont frappés depuis maintenant un an. Alors sans venir sur le bien, pas bien, c'est pas le but de ça. C'est de dire qu'il y a aussi effectivement des vraies réflexions et des vrais échanges sur ce qui est fait en France, comment et ainsi de suite. Le Covid-19, vous l'avez peut-être reconnu maintenant, on en parle beaucoup. Il fait partie aussi des éléments qui nous emmènent à réfléchir sur les achats. L'environnement, j'ai mis une photo ici, c'est une usine de la Chine. Alors, je ne sais pas si vous avez vu passer sur les réseaux sociaux, il n'y a pas si longtemps que ça, des photos de l'Inde, de la Chine, des régions, par exemple, qui ont découvert qu'ils pouvaient voir l'Himalaya depuis leur village et qui redécouvrent après 30 ans l'Himalaya réapparaître. Donc, cette notion environnementale est importante. Petite pointe d'humour pour ceux qui me connaissent, bon, j'aime bien quand même de temps en temps aller sur des terrains un peu glissants. J'ai les l'approvisionnement local. C'est l'un des enjeux et des débats qu'on a à l'heure actuelle. Il y a beaucoup d'études sur les volontés, on va dire, des consommateurs à pouvoir acheter de manière plus locale. On ne va pas rentrer dans le débat et ce n'est pas le thème, puisque nous, on est bien sur l'achat à aujourd'hui vraiment entreprise et non pas sur la vision qu'on aurait de l'achat de l'achat particulier, celui qu'on fait tous les jours, et qui est bien différent. Je me permets d'ailleurs pour ça de redonner une petite définition finalement de ce que c'est l'achat. Alors, j'aime bien, moi, avoir un socle comme ça un peu théorique, parce que la théorie, les gens qui ont réfléchi à un moment donné, nous donnent un peu de vision et de recul.
ce qu'on peut avoir en termes de taxation sur ce point-là. J'insiste sur cette définition-là. Pourquoi? C'est que, je donnais l'exemple, hein, franchement, demain, entre acheter une télévision chez Darty pour chez vous et acheter une télévision pour l'entreprise, est-ce que c'est la même chose finalement? Heu, D'une certaine manière, oui, mais il y a beaucoup plus de complexité. Et ce que je voudrais aussi souligner dans cette phase d'achat plus responsable, c'est qu'il y a beaucoup plus d'enjeux. Heu, du coup, la professionnalisation du métier de l'acheteur, qui évolue, hein. Plus on a besoin d'avoir une compétence particulière, plus le métier se professionnalise. Et ben, on le retrouve dans l'entreprise à travers trois grands prismes. Le premier, celui que tout le monde connaît parce que c'est un peu l'image de l'acheteur, c'est la réduction des coûts. Le deuxième, et je vais y passer un peu de temps, c'est la maîtrise des risques. Et il est au cœur, la maîtrise des risques, de l'achat plus responsable. Et de la même manière, c'est le troisième élément, c'est la captation finalement d'innovation. Je reviens là-dessus parce qu'on est aussi dans une organisation patronale où on est des TPE et des PME. J'utilise le terme acheteur. Attention à cette notion-là. On n'a pas forcément un acheteur dans une entreprise, dans une TPE, PME. Hein, la plupart, quand on est 4-5, en règle générale, l'acheteur, ça peut être soit le dirigeant d'entreprise, hein, purement et simplement. Ça peut être l'assistante de direction, ça peut être le chef de chantier. La fonction achat, celui qui va finalement réaliser l'achat, elle est importante à bien comprendre et à bien déterminer pour savoir justement comment on peut le travailler. Si on ne détermine pas qui est en position d'achat, on ne peut pas lui attribuer et avoir quelque chose, une fonction finalement et un processus qui soit le plus complet possible et qui nous permette d'avancer sur l'importance finalement de la fonction dans l'entreprise. Et c'est d'ailleurs juste ce petit point-là, pourquoi on parle d'achat et pourquoi on s'intéresse aujourd'hui à l'achat, c'est qu'en moyenne, hein, donc ça varie entre 20 et 80%, mais en moyenne, l'achat représente 50% du chiffre d'affaires d'une entreprise. C'est extraordinaire. Ça signifie finalement, et c'est juste en dessous, que 50% finalement de la valeur ajoutée, hein, vient de l'extérieur, vient d'un fournisseur. Tout ce qui peut venir effectivement, et on se dit finalement, moi je produis ou je crée quelque chose dans mon entreprise, là où il faut finalement en avoir profondément conscience, c'est qu'il y a une grosse partie qu'on ne maîtrise pas forcément. C'est près de 50% finalement de l'activité de notre propre structure. Et donc du coup, si je reviens très rapidement sur le cœur de métier de l'acheteur, réduire les coûts, maîtriser les risques fournisseurs, ça veut dire qu'on a 50% des risques qui viennent de quelqu'un qui n'est pas en interne dans l'entreprise. Et ces risques, ils sont de plus en plus importants. On va le voir, si je ne dis pas tout de suite juste après, voilà, c'est qu'il y a énormément de risques qui sont liés aux achats. Il y a le risque de prix, de volatilité, de spéculation. On connaît bien, par exemple, dans l'agroalimentaire, hein, sur le prix du sucre, de la farine, mais aussi sur les matières premières. On a quand même 47% aujourd'hui, par exemple, de l'activité en région qui est faite grâce au bâtiment. Le bâtiment, les matières premières influent effectivement sur cette notion de prix. Et on va le voir là dans les semaines et mois à venir. Il suffit juste de prendre l'exemple aujourd'hui de la chute spectaculaire du pétrole et donc avec les répercussions que ça a sur les prix de l'essence. Bon, offre et demande, hein, on est d'accord, personne n'en a trop besoin à l'heure actuelle, c'est dommage, on ne peut pas en profiter, mais il y en a certains quand même qui ont rempli les cuves et ils ont bien fait. Deuxième niveau de risque, c'est les risques financiers et monétaires. La fluctuation des taux de change, quand on voit globalement, et je fais un petit focus en repréparant un peu l'intervention, je suis allé regarder la balance, vous savez, la balance commerciale française. Il faut savoir que globalement, on a une balance qui est très légèrement déficitaire, hein, mais on a en moyenne un peu plus 652 milliards d'euros d'exportation pour 695 millions d'importations. Donc on est toujours un pays dans lequel on a plus d'importations que d'exportations. Sur cette part-là, il y a 70%, et c'est égal, hein, c'est rigolo que ce soit dans les exportations ou les importations, c'est l'industrie
hein. C'est près de 70% des échanges mondiaux qui sont faits sur l'industrie. Et derrière ça, quand on est sur des échanges mondiaux, on a forcément des risques liés à la fluctuation des taux de change. Et quand on voit le contexte actuel avec la Chine, on ne sait pas trop où ils vont, comment ils vont s'en sortir. Bon, a priori, quand même plutôt pas mal, hein. Mais les États-Unis, qu'on peut regarder aussi de très près, tous ces enjeux-là vont à un moment donné jouer sur la fluctuation des taux de change et peuvent transformer pour une entreprise, hein, qui ont par exemple une très forte part de leur activité à l'export ou avec une forte part de leurs achats liés à l'import, des risques potentiels assez importants. Et ça, il faut bien effectivement l'avoir en tête. Troisième typologie de risque, les risques géostratégiques, hein, qui sont liés à la situation géographique du fournisseur. Et je n'ai pas besoin de revenir sur l'exemple des masques, hein, très clairement. Le fait d'avoir des masques qui sont très éloignés en termes de production est un vrai risque pour toute entreprise. Les risques naturels et climatiques, et ça, c'est quelque chose qu'on prend de plus en plus finalement en compte à l'heure d'aujourd'hui, c'est où sont situés les sites de production. Alors, je parle de production produits, mais aussi de services, puisqu'on a de plus en plus d'inondations, de tempêtes, hein. Les dérèglements climatiques influent énormément aussi la montée des eaux qu'on va voir sur où sont situées finalement les usines. Et on peut se poser des questions, notamment, très clairement, dans les mois et semaines à venir, hein, sur les endroits à bas coût qui sont situés dans des zones inondables et de tempêtes, par exemple. Donc ça, c'est un quatrième risque. On va venir petit à petit sur les risques, bien sûr, liés à la responsabilité sociétale de l'entreprise. On a tous les risques qui sont liés au marché et aux fournisseurs stratégiques et tactiques, hein. Donc, il y a aussi cette notion de poids stratégique que peut avoir un fournisseur sur son marché, hein, comment il est situé. S'il y a une multitude de fournisseurs ou de prestataires, si je vais reprendre des sujets d'actualité, mais aujourd'hui, les masques en tissu, les protections plexi, c'est quelque chose effectivement qui se développe énormément. Il y a une démultiplication avec des entreprises qui se repositionnent et elles ont raison de pouvoir à un moment donné proposer des produits, mais du coup, le marché explose et on a une pléthore finalement d'offres qui arrivent petit à petit. On a tous les risques fournisseurs opérationnels, hein, qui sont liés au délai de rétention, la qualité, le délai d'approvisionnement. Tout ce qui est risque juridique, et notamment, ça c'est un risque à l'heure actuelle, hein, assez important. Qu'est-ce qui a été contractualisé lors de la signature, par exemple sur la délivrance des services et des produits pendant cette période de crise? Est-ce que ça a été cadré ou pas cadré? Risque de communication aussi, parce qu'on se rend compte, et c'est dans mon exemple notamment sur l'effondrement d'immeubles au Bangladesh, hein, peut-être qu'effectivement, il y avait une histoire de sous-traitance où les grandes marques n'avaient pas forcément la main prise sur où c'était produit, ils sont peut-être fait avoir, on n'en sait rien. Mais dans tous les cas, le fait d'avoir acheté autre part, c'est un risque de communication important, hein. Le consommateur, aujourd'hui, il est de moins en moins enclin à pouvoir d'une seule, sur certains items, accepter des dérives ou des positions qui jusqu'à présent nous paraissaient normales. Et le risque, le dernier risque dont on va parler un peu plus aujourd'hui aussi, c'est effectivement les risques liés à la propre responsabilité sociétale et environnementale de l'entreprise. On a une grande chance, il faut le savoir quand même, nous, entre TPE, PME, par rapport aux grands groupes là-dessus. Il faut savoir le mettre en avant, c'est que cette notion notamment de relations locales, territoriales, est bien plus importante et mieux réalisée que dans des grandes structures. Donc, il faut savoir effectivement pouvoir. Ça me permet là-dessus de pouvoir tout doucement arriver effectivement à aussi ce qu'on appelle acheter responsable. Acheter responsable, je suis allé pareil chercher une définition parce que il ne faut pas que cette notion soit prise comme quelque chose de complètement inatteignable. Il ne faut pas que cette notion d'achat, de responsabilité soit compris comme une envie de hippie des années 70, de baba cool, d'envie de mieux faire, sans oublier cette notion qui est essentielle, c'est la pérennité des entreprises. Du coup, j'en reviens sur cette définition qui est tout achat intégrant finalement un esprit d'équilibre, et cette notion est importante, entre les parties prenantes, les différentes parties prenantes, les spécifications,
critères c'est normal d'être, dans tous les cas, confronté avec cette problématique de pérennité économique, c'est qu'il va falloir à un moment donné continuer tout de même à avoir des entreprises qui sont rentables. Et la crise et les semaines à venir vont, je pense, sans aucun doute nous démontrer. On est encore aujourd'hui dans je sauve les PGE, l'année de trésorerie, mais il va falloir retrouver de la dynamique. Et là-dessus, on va devoir s'appuyer aussi sur ces ensembles-là. Et d'ailleurs, la position là-dessus est très claire, hein. On ne peut pas, malgré la crise, mettre et balayer tous les principes d'égalité environnementale et sociale qui sont prévus dans les lois sur les prochains mois. Cette démarche, elle s'est inscrite sur pas mal de normes et de référencements, que ce soit autant des labels, alors c'est plutôt un label de grands groupes, hein, relations fournisseurs et achats responsables, mais aussi sur des normes ISO, puisqu'on a une norme ISO depuis 2017, qui est la norme 20400, qui s'appuie sur, pour ceux qui connaissent un peu les normes, sur les démarches RSE, sur la norme 26000, donc qui est un complément qui permet à un moment donné de prendre un peu de distance et de se spécifier sur cette fonction achat. Et puis bien sûr sur le label RSE. Donc, ce qui est bien important là-dedans de comprendre, et c'est notamment l'élément suivant, c'est que finalement, acheter responsable ou durable, c'est la même chose, hein. Le véhicule n'est pas tout à fait le même. Moi, et au sein d'Améliore, on a plutôt cette envie de défendre le terme responsable parce qu'il met, mais c'est pareil selon nous, c'est un parti pris, hein, sur lequel on pourrait débattre, il met aussi sur un pied d'égalité cette notion effectivement de pilier économique par rapport au durable. Ce schéma-là, il est intéressant quand on parle d'achat responsable et durable, c'est quand on a la capacité finalement à pouvoir et garantir le respect, l'amélioration environnementale, hein, les changements climatiques, la bonne gestion des ressources, hein, la partie économique. Et vous avez vu, quand on arrive effectivement à faire capacité productive, insertion, harmonisation, innovation, quand on arrive à faire ce lien-là, on est dans quelque chose qui est effectivement viable. Quand on a quelque chose effectivement dans le social qui concerne l'insertion, l'exclusion, la santé des populations, hein, on pourrait parler, il y a d'autres cabinets dans la région qui sont spécialisés sur les démarches RSE, mais la qualité sonore, les bruits ambiants, les bruits au travail, la pollution de l'air, toutes ces normes-là sont importantes, hein, la santé des populations et des équipes. Quand on arrive donc du coup à mixer et l'environnement et sur le social, on a cette définition de vivable. Quand on arrive à lier l'économique et le social, on a quelque chose qui est effectivement équitable. Et effectivement, le summum, c'est pour c'est-à-dire de relations éthiques et correctes avec les producteurs de café de l'autre côté du monde, il y avait cette notion effectivement d'équité. Elle a petit à petit finalement changé avec l'arrivée, la massification du bio, hein, où on a ce bio et cette notion de l'environnemental qui revient, et on a vu finalement cette notion disparaître. Là est pour moi l'un des éléments un peu fondamentaux dans les semaines et les mois à venir. C'est on va avoir envie, et moi c'est la tendance que je constate, hein, mais enfermé sur les réseaux et sur les modes de communication, c'est l'envie de retravailler effectivement et de remettre en avant ce côté équitable. Mais pour pouvoir être durable, il ne faudra pas aussi oublier l'environnement, hein, cette notion-là. Ce qu'on retrouve dans globalement les... Tu me coupes, Aurélie, s'il y a des choses, hein, parce que je déboule, mais s'il y a des questions ou des choses, n'hésite pas.
Finalement, sur ces objectifs de politique d'achat responsable, ce qu'on constate en globalité dans les entreprises, le premier élément, c'est de pouvoir consolider ses relations avec ses fournisseurs. Le troisième élément, l'augmentation du chiffre d'affaires. Alors, celui-là, c'est parce que c'était une étude qui est faite sur des grands groupes, hein, mais c'était de progresser dans les classements des indices boursiers verts. Et le troisième, c'est de pouvoir réduire ses coûts. Ce qu'on verra d'ailleurs, c'est que les deux positionnements sont pas antinomiques. Aujourd'hui, on peut parfaitement améliorer sa performance économique tout en pratiquant une démarche d'achat responsable et durable. Après, on verra au fur et à mesure, hein, je vais essayer de rester dans les 45 minutes qu'on s'était fixé. Tout dépend aussi de la volonté de chacun et on va voir que c'est un élément important. Si demain, l'entreprise ou le chef d'entreprise, vous avez effectivement des valeurs ou l'envie de porter, quel que soit finalement le coût, ou en tout cas de s'en servir comme un levier de déploiement, enfin d'ajout de valeur ajoutée à votre offre, ben, on peut parfaitement le faire. Et donc, on peut aller plus loin sur ces items-là et mettre un peu en stand-by cette partie. Mais on peut parfaitement lier les deux. Ça nous amène là-dessus sur le fait qu'aujourd'hui, acheter responsable, ça a des bénéfices sur l'ensemble des parties prenantes. Cette notion, elle est importante et vous le verrez, je donne un exemple un peu plus tard. Je parle d'automobile, c'est un exemple que j'ai choisi aujourd'hui, enfin, voilà, qui me semble parler à tout le monde. L'objectif, c'est que globalement, travailler sur les achats responsables, ça permet de rayonner sur l'ensemble de ces parties prenantes. Alors, les parties prenantes, elles sont diverses et variées, hein. Il y a bien sûr les clients, les fournisseurs, les associations et les ONG, hein, qui tournent autour de ce secteur-là. Et puis, il ne faut pas sous-estimer leur poids aussi en termes de communication. Je me souviens dans une ancienne vie, notamment sur le roi Merlin, sur la présence par exemple de Greenpeace et du WWF sur le choix des bois qui étaient vendus en magasin avec des contrôles, avec l'envie effectivement de vérifier que l'enseigne faisait bien, était responsable là-dedans, et avait bien choisi les bonnes filières. Donc il ne faut pas les oublier. Et puis aujourd'hui, ça peut, je veux dire, les défauts et les choix pour n'importe quelle typologie d'entreprise ne doivent pas être sous-estimés. Je vais juste reprendre, par exemple, Super U, Système U, les deux gérants qui chassaient le tigre à titre personnel en Afrique, qui avaient été mis en exergue sur les réseaux sociaux, sur Facebook, avaient été complètement lynchés, avaient dû fermer leur magasin, avaient dû trouver une solution. Alors, au final, je crois qu'ils avaient juste transféré à leurs enfants ou trouvé une manip. Mais en tout état de cause, à aujourd'hui, même sur du local, il ne faut pas sous-estimer à un moment donné les choix et les communications, par exemple, effectivement, ici, sur les associations. Sur les salariés, bien sûr, sur l'autre partie, en interne, sur les salariés, parce que je pense aussi qu'à aujourd'hui, tout le monde a envie de se sentir utile, tout le monde a envie d'être dans une démarche positive, et on sait à quel point, quand on est sur une petite structure, on a besoin de pouvoir compter sur son équipe, et ça fait partie des éléments finalement qui permettent d'attirer les bonnes personnes. On pourrait parler de marque employeur, hein, mais dans les grandes tendances, c'est quand même donner du sens finalement à ce qu'on fait dans l'entreprise pour pouvoir attirer les salariés. Les syndicats, hein, organisations patronales, organisations salariales, bien sûr. Ça commence à être de plus en plus pesant, notamment avec les plus de 50, les dirigeants, et puis les investisseurs ou les actionnaires. C'est aussi intéressant en place dans les entreprises. Hein. Donc, le fait à un moment donné d'avoir une action peut permettre d'avoir des investissements, en tout cas de toucher effectivement des secteurs un peu différents. Et donc là-dedans, je vous ai listé aussi tous les bénéfices
réduction des coûts, projet d'investissement, les bénéfices humains mieux formés, projet fédérateur, qu'on peut trouver dans une démarche d'achat responsable et puis RSE un peu plus, mais en tout cas d'impact plus positif. Hein. Là-dedans, si je rentre un peu plus dans le détail, ce qui est essentiel, c'est pour pouvoir réaliser un achat qui est le plus responsable. On le voit, ça peut être complexe. Si je prends le cas de Spanghero, pour revenir sur mon cas Findus par exemple, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est Findus finalement qui a passé une commande à son sous-traitant qui faisait partie de ces prestataires, de ces entreprises, du groupe, qui était du côté de Metz. L'entreprise a passé la commande à ses différents fournisseurs et a passé sa commande de viande au Luxembourg à un prestataire qu'elle connaissait. Ce prestataire a passé sa commande à Spanghero du côté de Perpignan. Donc pour lui rendre justice, ce n'est pas M. Spanghero qui était à la tête de l'entreprise à ce moment-là, il l'avait rendu et on aura, j'espère, la chance de le revoir à notre assemblée générale ou sur d'autres éléments, d'autres activités de la CPME. Mais là-dessus, la commande de chez Spanghero est partie effectivement chez un courtier, parce qu'il y a des courtiers aussi en alimentaire, qui est du côté de Malte. Et lui a partagé effectivement la commande avec un autre prestataire qui était un courtier du côté de la Hollande. Et la Hollande a passé la commande. Alors après, Spanghero, les équipes dirigeantes de Spanghero étaient condamnées, donc ils avaient leur part de responsabilité. Ils le savaient qu'ils achetaient de la viande de cheval, puisqu'il y a eu notamment des modifications d'étiquettes pour la traçabilité. Mais du côté de la Hollande, ils ont acheté effectivement la viande en Roumanie et l'entreprise roumaine a bien fait son taf, a fourni la viande qualitativement et voilà. Mais ce qui est important de voir là-dedans, c'est qu'entre Findus, qui est la marque, et puis le producteur de viande en Roumanie, il y a énormément effectivement de différents interlocuteurs. D'où l'importance effectivement d'avoir un processus achat et de savoir ce qui se passe dans la filière. Et c'est d'autant plus important de pouvoir le faire quand on veut développer sa propre responsabilité d'acheteur, sa propre responsabilité d'entreprise. Malheureusement, ça demande effectivement de rentrer dans un processus qui paraît un peu complexe. Alors malheureusement, on a perdu ma petite flèche sur ce diagramme-là. Je n'avais pas vu, pourtant ça fonctionnait bien tout à l'heure. C'est les différentes étapes. Alors il faudrait peut-être que j'arrive à remettre effectivement un stylo. Ouais, super, je vais vous mettre un marqueur. Et là, je vais vous marquer effectivement. Ah, il est énorme. Je vais changer, je vais gommer. Pardon, excusez-moi. Je vais essayer de trouver un stylo, ce sera peut-être mieux. Mais ici, l'important, c'est bien savoir déjà ce qu'on achète. Alors, hop, et c'est de pouvoir faire l'analyse. Alors, excusez-moi pour l'écriture. Ce n'est pas forcément terrible. Mais ici, ce qui est important, c'est de savoir finalement ce qu'on achète. C'est important, et on le verra notamment après dans une démarche d'achat responsable, c'est que quand on a 50 ou 80% de son chiffre d'affaires qui est réalisé par de l'achat, ça représente une très grosse volumétrie et on ne pourrait pas être un acteur partout. Donc, il faut savoir déjà ce qu'on achète, de pouvoir faire une cartographie, d'être sûr, notamment, on pourra en parler de son réel besoin, puisque acheter responsable, c'est aussi acheter ce qu'on a réellement besoin et ce qui correspond à son réel besoin. On pourrait parler, et là, il faudrait que je fasse au moins 2 heures sur la définition du besoin fonctionnel. Troisième élément, c'est sur quel marché fournisseur finalement on se trouve. Et ça, c'est essentiel. On le voit à l'heure actuelle, vous voulez trouver un masque du gel hydroalcoolique. L'important, est de bien connaître son marché fournisseur, bien savoir quels sont les fournisseurs qui se situent sur ce marché et qui sont capables de répondre à la demande. Donc, il faut avoir une connaissance parfaite de son marché. Et je peux vous garantir que nous, dans toutes les missions qu'on réalise pour nos clients, qui sont souvent, par contre, souvent depuis des années sur leur marché, qui semblent bien le connaître, on a toujours, à aujourd'hui, une évolution des nouveaux entrants, des nouveaux fournisseurs qui apportent de l'innovation, des choses différentes, ou alors une mauvaise compréhension de ce que fait son propre fournisseur. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas, enfin, on a des habitudes de travail qui sont mises en œuvre, et puis finalement, on ne voit pas l'évolution, on ne voit pas les choses avancer, et on se rend compte qu'à un moment donné, le fournisseur est plus beau. Et pourtant, ça fait des années qu'on travaille avec lui. Donc, la connaissance de ce marché fournisseur, on pourrait parler de sourcing, de création de panels, est très importante. Et puis, l'autre élément, c'est effectivement tout ce qui est analyse des coûts complets, le TCO, qui est la compréhension de tous les coûts. Et on verra à quel point c'est important dans la compréhension des achats responsables et durables. C'est de pouvoir identifier finalement tous les coûts, tout ce qui est indu dans l'achat,
pour pouvoir améliorer sa performance. L'autre élément, et je ne rentrerai pas dedans, c'est le troisième élément, c'est la stratégie. Hein. C'est de pouvoir être très clair avec sa propre stratégie. Je vous le disais tout à l'heure, si demain on veut avoir, et sa stratégie c'est d'avoir un approvisionnement local, il va falloir pouvoir le décrire et le massifier sur l'ensemble de son activité. Ici, la troisième chose, c'est de bien pouvoir faire à un moment donné son cahier des charges, c'est-à-dire de bien pouvoir définir finalement ce dont on a besoin. Mais ça, on le fait pas au début, on le fait une fois qu'on a identifié tous ces éléments. Hein. Cahier des charges, paf. Là-dedans, après, effectivement, on peut pouvoir lancer un processus d'appel d'offres, hein, donc de la consultation. Et puis, les deux derniers éléments qui vont nous manquer, tac, c'est le déploiement, hein, comment je gère ma relation et la mise en place avec de nouveaux fournisseurs, parce qu'on sait que c'est toujours un peu problématique. Et souvent, on arrête de travailler avec un nouveau fournisseur, parce que le temps qu'on apprenne finalement à savoir comment on bosse, des fois fait un peu peur. Et puis les enjeux, si on ne les a pas très clairement identifiés, sont difficiles à voir. Et puis le dernier, c'est souvent ce qu'on oublie, c'est le pilotage. Hein, c'est le pilotage de la relation. Tac. Et de la relation et des exigences qu'on a avec le fournisseur. Là-dessus, pourquoi j'embête souvent les gens sur le processus achat responsable, c'est que si demain on veut pouvoir être exigeant à un moment donné avec ses fournisseurs, il faut soi-même avoir une propre démarche qui soit éthique et responsable. Et pour pouvoir avoir une démarche en tant qu'acheteur en position d'achat, hein, la plus positive et la plus complète possible, c'est à travers la mise en place de ces grandes étapes. On peut mettre plus ou moins en place. Hein, je veux dire que demain, tout n'est pas obligé d'être complètement d'aller jusqu'au bout, d'être juste boutiste, mais en tout cas de pouvoir suivre cette démarche-là permet effectivement de garantir qu'en termes de relations, notamment avec les fournisseurs, on a quelque chose qui soit éthique, performant, qui soit cohérent, parce qu'on est capable aussi de garantir sa propre manière de fonctionner. Être exigeant vis-à-vis de son fournisseur en termes de d'où viennent tes produits, comment tu as fabriqué ton service, d'où ça vient, comment c'est fait, quels sont les impacts environnementaux. Si on n'a pas soi-même une propre démarche qui soit responsable, il me semble compliqué d'avoir une exigence vis-à-vis d'autrui. Hein, cette relation-là, effectivement, elle est aussi importante. Je prends du retard, je vois qu'il est déjà 41 minutes. Je vais déborder, c'est sûr. Hop. Tac. Et là, ça m'embête énormément. J'ai malheureusement pas le coût total de possession. Alors, c'est pas grave, je vais vous le faire comme ça. Ce qui était important là-dessus à comprendre, c'est que pour pouvoir réaliser un achat qui soit responsable, et on va y venir notamment avec l'exemple de l'automobile, c'est qu'il faut bien avoir étudié l'ensemble des coûts sur un cycle de vie. On ne peut pas aujourd'hui définir uniquement un achat par son coût d'acquisition, c'est-à-dire globalement, demain, je vais acheter un produit chez un fournisseur, je vais reprendre mon exemple de télévision, je vais chez Darty et j'achète une télé, boum, c'est le coût d'acquisition. Dans l'entreprise, en fait, il y a plein d'autres coûts, parce que là, on ne compte pas le coût, par exemple, qui est amont, tout le coût lié à la réflexion, à la rédaction d'un cahier des charges, à la recherche de fournisseurs, à la visite, à la consultation. Tous ces coûts qui sont finalement amont au coût purement effectivement d'acquisition, ce sont des coûts qui sont en entreprise assez forts. On a après ça tous les coûts qui sont de mise en œuvre, hein, parce que acheter un nouvel outil informatique, ça prend du temps à se former. Des fois, quand on est sur un changement, sur un achat de produits, ça peut modifier sa ligne de production ou son process, il faut faire des tests. Et puis, il y a tous ceux qu'on connaît bien, après les coûts de mise en œuvre. C'est tous les coûts d'usage, hein, le consommable, l'énergie, l'entretien, la maintenance, qui sont des coûts qui peuvent peser énormément dans l'utilisation d'un achat ou d'un service. Un autre coût qui est souvent effectivement sous-évalué, et ça dépend de la complexité des projets, c'est le coût de gestion du fournisseur. Hein, de mettre un acheteur, de mettre un ingénieur, de mettre un admin, une comptable en face effectivement d'un fournisseur. Et puis, il y a un dernier coût qui est assez important, qui est le coût finalement de destruction. Alors, destruction, il aurait fallu même que je le modifie. C'est plutôt effectivement le coût de seconde vie aussi, de recyclage, de mise en déchets. Hein. Et là, notamment, l'économie circulaire prend toute sa place.
quelle solution j'ai pour pouvoir remettre dans un nouveau circuit un produit. Cette analyse, pour un acheteur, elle est importante parce que derrière, ce qui est essentiel à avoir en termes de responsabilité, c'est que l'achat, il ne se situe pas uniquement, comme je le disais tout à l'heure, à hop, ça y est, j'ai acheté un produit, c'est fini. J'ai repris quelques éléments ici et hop, ah mince, il manque aussi une étape malheureusement. J'ai pris aussi là l'exemple du coût total de possession de véhicule, de flotte de véhicules. Déjà, le premier élément, c'est que, et c'est la partie qui est sur la droite, c'est que le coût total d'un véhicule, il y a le coût d'usage, qu'on connaît bien, hein, le TCO, et c'est l'exemple principal que je vais utiliser. Mais il y a aussi tout et on estime, hein, alors c'est des données qui viennent d'un leaser, mais on estime que les coûts des imprévus, la gestion interne, c'est à peu près 5% du coût global. Hein, donc ça, c'est juste pour gérer les problématiques liées à la flotte de véhicules. Hein, et puis flotte, 1, 2, 3, enfin un non, mais à partir de quelques véhicules, ça commence effectivement à peser. Et puis, un élément qui est essentiel, qu'on oublie souvent, c'est tout ce qui est lié à l'utilisation par le conducteur et aux pratiques du conducteur. Et là-dedans, on va retrouver la sinistralité liée à l'assurance, mais on va retrouver la consommation. Hein. On le sait, plus on a quand même une conduite cool, donc il y a même de l'éco-conduite, plus on arrive à réduire la consommation d'essence et du coup à réduire son impact en CO2. Mais là-dedans, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les grandes variables du coût total de possession d'un véhicule. Alors, pour ceux à qui ça ne parle pas trop, le premier élément, c'est et ce qui pèse le plus en pourcentage, c'est la dépréciation. Hein. Quand on prend un cycle de vie d'une voiture, en général, on prend 3 à 5 ans. Hein. Là-dessus, la dépréciation, c'est son coût, c'est finalement à combien je vais perdre, à combien je vais la revendre. Hein. C'est la dépréciation du véhicule. Le deuxième élément sont les frais financiers, 7,7% ici qui apparaissent. Là, ce sont les coûts liés par exemple au crédit. Hein, la plupart des entreprises ont plutôt intérêt à passer par du prêt, par de la LDD, de la LOA, en tout cas, qu'à acheter cash un véhicule. Hein, ça, c'est assez clair. Si vous voulez qu'on en discute en off, avec grand plaisir. Mais très clairement, là-dessus, tant qu'on peut, on favorise effectivement l'endettement et le crédit. Donc 7,7% le coût d'un véhicule. Derrière ça, il y a tout l'entretien au quotidien, les pneus, l'assurance, la consommation théorique. On a bien sûr le TVS qu'on peut faire modifier, hein, qu'on peut faire changer, 6,7%. On a tous les amortissements non déductibles. Hein, donc, il y a toute une partie comptablement dans les véhicules qu'on ne peut pas déduire, à peu près 8%. Et puis, on a la partie avantage en nature, 13,1%. Et derrière, les petits coûts de gestion à 8%. Ce qui n'apparaît malheureusement pas sur cette partie-là, c'est qu'en fait, pour pouvoir mesurer, et là où je veux en venir, c'est l'exemple de la différence entre une voiture électrique et une voiture essence. Aujourd'hui, on a encore le débat, dans certaines sphères, on se pose la question, mais comment on compare les deux choses? L'objectif là-dedans, et pour avoir une démarche responsable, c'est de pouvoir identifier tous les postes. Et là-dessus, le premier, par exemple, ça serait de pouvoir regarder sur l'achat, ce qui est ici représenté par les frais financiers, donc c'est le coût d'acquisition finalement, quels sont les impacts environnementaux, quels sont les impacts sociaux, quels sont les impacts effectivement économiques. Et là-dedans, dans les impacts environnementaux, on peut regarder sur cette brique qui concerne plutôt la construction du véhicule, combien finalement, alors l'indicateur il peut varier hein, suivant le niveau de sensibilité de l'entreprise, mais aujourd'hui on parle principalement de CO2, on pourrait rentrer dans des indices beaucoup plus précis qui sont aussi l'utilisation des ressources. Mais globalement, là-dedans, ça reste quand même un bon indicateur. Combien finalement ça coûte, combien ça produit en CO2, combien ça émet de fabriquer un véhicule. On pourrait aussi rentrer dans le détail de l'émission liée à l'acheminement. Aujourd'hui, quand il y avait toute une tendance sur les SUV, il y a notamment Volkswagen avec son Amarok qui avait la chance d'avoir une carte grise utilitaire, donc sans TVS. Les produits venaient directement d'Argentine. Donc ça veut dire qu'en fait, on faisait traverser au véhicule par bateau de l'Argentine, l'usine de fabrication, jusqu'à effectivement une livraison. Donc ça rentre dans l'impact environnemental. Et l'impact local, si je prends cet exemple-là, il est intéressant parce que souvent, on pense qu'acheter local peut être aussi plus cher. Quand on regarde la décomposition du coût, comme on vient de le faire là-dedans,
et ben, on peut se rendre compte qu'on peut faire jouer justement les frais de livraison, hein, ça pèse souvent lourd. Donc ça peut avoir un impact favorable et du coup privilégier aussi l'achat local. Donc il y a pas mal d'éléments là-dedans qui peuvent rentrer en faveur d'un achat plus local. Puis quand on compare en ce moment l'impact environnemental de l'arrivée des masques, alors on a besoin, hein, les par avion, on est d'accord qu'on est sur des choses enfin, bon, malheureusement on a besoin, mais euh, qui, euh, qui, euh, qui sont quand même en termes de poids assez importants. On a aussi tout ce qui est impact social. Si on reprend cette thème de la construction, ben, on va retrouver où est fabriqué le produit, hein, quel impact ça a, quel type d'emplois sont utilisés, quelle est la politique salariale du constructeur, on pourrait s'intéresser à ça. Quelles sont les relations du constructeur avec ses sous-traitants. Ça peut être des données, effectivement, qu'on peut intégrer dans l'analyse RSE, finalement, de la construction d'un véhicule. Et pour pouvoir avoir une démarche, finalement, qui soit complète, eh ben, il faut pouvoir faire ça à chaque endroit. Alors, c'est ultra chronophage, on se rend compte que c'est effectivement pas mal de temps. C'est pour ça que c'est important, finalement, quand on déploie une politique d'achat responsable et quand on veut être plus responsable, ben, il faut choisir ses combats. Et la première chose, c'est de pouvoir, et donc encore une partie, je suis désolé, mais je le fournirai à Aurélie qui vous renverra, vous aurez les parties que j'explicite à l'oral. La première chose, c'est de pouvoir voir d'où on part et de savoir finalement là où on veut aller, de voir quelle est sa politique, sa stratégie, voir comment finalement on va la mettre en œuvre et son processus, comment finalement on va le découper. Il faut, dans un premier temps, pouvoir être sensibilisé soi-même, sensibiliser ses équipes, parce que c'est bien beau de vouloir prêcher chez soi, mais si, enfin en tout cas à soi-même, si ses équipes ne sont pas convaincues, c'est compliqué. Il faut pouvoir analyser ses pratiques, comprendre et voir ce qu'on fait. Il y a des fois, rien qu'en analysant ses propres pratiques, on va se poser des questions. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais dans une entreprise, on me sert un café. Et on me dit, ouais, qu'est-ce qu'on peut mettre de simple en termes d'action qui ont un impact environnemental plus favorable. Alors, bon, je ne reviens pas sur la provenance du café, parce que en règle générale, ça ne pousse pas à côté de chez nous, on est bien d'accord, mais on peut trouver effectivement aussi un juste milieu. Mais déjà travailler sur le fait d'avoir pas la petite Nespresso avec ses capsules alu. J'ai vu qu'ils faisaient toute une campagne de pub sur le fait que l'alu soit bien du recycle, enfin, et a été recyclé, et ainsi de suite. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, il y a des machines qui mouillent le grain, qui sont un peu plus chères, mais qui permettent d'éviter d'avoir comme ça des déchets. Et ça, c'est juste du bon sens, et c'est juste de regarder, d'analyser ces pratiques, et de regarder sur tous ces postes finalement de charge, comment je consomme à l'heure actuelle. Et puis derrière ça, une fois qu'on a défini finalement là où on voulait aller, de choisir, d'hierarchiser. Ça ne vaut pas la peine d'aller sur tout, de pouvoir vouloir tout traiter. Il faut choisir ses propres batailles, d'avoir une analyse la plus globale possible, hein, par famille, et de pouvoir mettre en place un process plus positif. Vous n'avez pas forcément besoin de moi pour savoir ce qui est meilleur pour la planète ou meilleur pour l'économie sociale. Avoir recours à des structures qui emploient des handicapés, à retravailler enfin, des personnes en situation de handicap, à pouvoir travailler sur la mixité, à pouvoir travailler sur énormément d'éléments qui sont plutôt en faveur d'une économie plus durable. Euh, Là-dedans, ce qui est aussi important et ce qu'on oublie, je regarde le timing, excusez-moi pour le fait des fois d'aller un peu vite, mais c'est aussi de pouvoir mettre en place des indicateurs. Il faut pouvoir se dire voilà d'où je suis parti, voilà où je vais, et voilà les étapes finalement que j'ai franchies. Des indicateurs simples qui nous permettent de pouvoir mesurer finalement où est-ce que je suis allé. Et puis demain, de pouvoir aussi prendre d'autres décisions parce que il y a peut-être des étapes, des paliers effectivement à faire. Tout ne peut pas être plus durable du jour au lendemain. Et surtout pour une histoire aussi de pérennité de l'entreprise, hein, et de tout que ça pourrait induire, même si des fois on arrive à en supprimer, c'est de pouvoir voir finalement où est-ce qu'on va. Et ça, à un moment donné, on a besoin d'avoir un bilan, un suivi et d'avoir quelques indicateurs pour pouvoir se dire oui, j'ai avancé ou pas. J'avance très vite parce que je vois l'horaire passer, mais les freins majeurs là-dessus, on voit sur j'ai envie d'y aller, mais globalement, j'ai des freins qui me pèsent. Je vais essayer de retirer, excusez-moi, je vais prendre ma gomme. Voilà, super. Les freins qu'on trouve, c'est parfois effectivement le retour sur investissement qui n'est pas évident à trouver. Alors quand on mine du coup, on le voit rapidement, mais c'est pas toujours facile. Ça prend du temps, hein, il y a des fois le manque de ressources nécessaires.
Ça peut être compris aussi comme des contraintes supplémentaires. L'autre élément, c'est que c'est difficile d'avoir raison avant tout le monde. C'est difficile effectivement de trouver le bon niveau. C'est pour ça qu'on préconise plutôt d'y aller étape par étape, hein, step by step. C'est toujours compliqué de pouvoir pas prendre des engagements. Alors, quand c'est un vrai avantage et que c'est valorisé par ses clients, c'est super, mais ce n'est pas toujours finalement le cas. Un autre élément, la confusion, hein, le manque de confiance, hein, de trouver des solutions qui ne font pas forcément le consensus. Alors, si je reviens, parce que peut-être que c'est une question, mais alors les véhicules électriques ou non, la position et les études, par exemple, qui sont données là-dessus, la batterie, on a fait d'énormes progrès aujourd'hui sur son retraitement. Aujourd'hui, on n'est qu'à 2% hein, sur le non-retraitement effectivement de la batterie et sa capacité à récupérer les différents matériaux à l'intérieur. Donc, on a fait des gros efforts. Donc, aujourd'hui, enfin, il y a eu des gros efforts. Il y a des filières aussi qui sont construites là-dessus, hein, avec des entreprises françaises, par exemple, qui sont positionnées sur ce marché-là parce qu'il va y avoir une volumétrie et que ça accélère. Donc, il y a des gens, comme dans la crise actuelle, qui savent se servir à un moment donné et travailler sur ces items-là. Donc, à aujourd'hui, ça, on l'a. Globalement, ce qu'on voit, c'est que quand on est sur l'émission de CO2, hein, donc, c'est qu'effectivement, le véhicule électrique est un véhicule beaucoup plus énergivore à la production. Par contre, il faut être très clair sur son cycle de vie, hein, sur un cycle trouver d'autres variables aussi, hein. Je pense que tout n'est pas dans l'électrique, bien au contraire, il faut une mixité. Mais en tout cas, c'est pas il ne faut pas prendre ça comme un frein. Mais on le voit, hein, des fois, il y en a qui font pas forcément le consensus et le véhicule électrique n'est pas la solution miracle, ça c'est sûr. On manque aussi effectivement d'informations et de précision. Et puis parfois des difficultés le dernier point, à avoir un tout complet qui soit cohérent. Et puis on est parfois freiné aussi avec des problématiques de trésorerie, hein. C'est peu cher tout de suite, mais je n'ai pas forcément les moyens de le faire, donc je me rabats sur des solutions indépendantes. Par contre, il y a des raisons de se lancer. Il y a des raisons. Alors là, on parlait de bruit de fond, hein. Je pense qu'effectivement, le bruit est plus que évident. La pression de l'environnement, des entreprises qui nous entourent, des clients, des consommateurs, des institutions, des partenaires. Sur certains points, la fiscalité, incitative ou dissuasive. Un autre point, c'est la recherche d'économie, hein, des relais de croissance, parce que quand on commence à regarder ce qu'on a réellement besoin et ce qu'on consomme, on se rend compte qu'il y a parfois des choses qu'on peut supprimer. Euh, un élément qui est essentiel, c'est la conviction d'équipe. Alors, l'équipe dirigeante, hein, mais c'est effectivement que le dirigeant soit lui-même convaincu, hein, et qu'il ait l'envie et la capacité de pouvoir investir du temps et des moyens financiers. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la région Occitanie, hein, subventionne avec ses passes Occitanie tout ce qui est déploiement de politique d'achat responsable pour les PME de moins de 50 salariés. C'est comme tous les passes Occitanie pour ceux qui le connaissent, ça dépend effectivement du code neuf. Euh, les clés pour réussir effectivement cette transition, je vais essayer de rester dans une heure, c'est de bien sélectionner ces projets. C'est ceux qui finalement tiennent à cœur aux collaborateurs ou à l'équipe, hein. C'est plus facile de se mobiliser autour d'un sujet qui nous parle. Et je pense que quand je parlais d'état des lieux, c'est un élément qui est important, c'est de pouvoir s'appuyer sur des choses auxquelles on croit. C'est que c'est effectivement aussi potentiellement générateur d'économie, hein, c'est-à-dire qu'on peut travailler sur des éléments qui nous permettent, et on va en avoir besoin, de pouvoir économiser sur les mois à venir. Ça permet aussi d'auto-financer des projets suivants. C'est ce dont la complexité aussi pas trop importante, hein. Vous avez vu quand je suis rentré dans des débats de process et des TCO, on rentrait dans une complexité. Il vaut mieux privilégier ceux qui sont simples. S'appuyer sur la bonne équipe, mobiliser effectivement les gens, hein, qui sont en interne, hein, qui sont les plus sensibles. Bien adapter ses objectifs et ses ambitions, ça c'est vrai pour tout, mais il faut toujours être réaliste. Et c'est pour ça que moi, ce qui me semble important là-dedans, c'est de se fixer des objectifs réalistes. Et puis d'impliquer ses fournisseurs, les partenaires. Et vous l'avez vu peut-être tout à l'heure sur les bénéfices là-dedans, c'est qu'avoir une démarche responsable, ça oblige à beaucoup plus s'intéresser à l'autre et à s'intéresser beaucoup plus à son fournisseur, à voir s'il n'y a pas des solutions qui existent, à en construire en commun. Et donc, du coup, ça permet d'entraîner tout le monde finalement dans une démarche
productive. Et voilà, globalement, puisque j'ai terminé cette présentation, je vais juste conclure sur des éléments qui sont pour moi essentiels. On peut démontrer qu'acheter local à aujourd'hui, pour revenir sur, je pense, ce qui nous amène en termes de relations sur les mois à venir, en tout cas, c'est à remettre un peu plus de local. Hein, il faut retrouver, et ça c'est plutôt en termes macro, à réindustrialiser, à faire revenir des entités de production en France, ça c'est important. Et on peut voir que malgré le fait que les coûts sont peut-être plus faibles, mais le prix unitaire est peut-être plus faible quand on l'achète effectivement en Asie ou en Europe de l'Est ou au Maroc ou dans d'autres pays à bas coût, en tout cas salariaux. On peut trouver d'autres moyens en découpant le coût, en analysant réellement ce que ça nous coûte au global sur un cycle de vie, à valoriser des produits locaux, des produits mieux faits, avec plus de valeur ajoutée, avec un impact environnemental moins important. Mais ça, il n'y a pas de baguette magique, il faut à un moment donné pouvoir s'y consacrer et s'y poser. Il y avait des éléments, et je termine là-dessus, mais il faut aussi reposer pour moi les vrais enjeux. Hein. Globalement, par exemple, on a plutôt sur l'agroalimentaire, je vois pas mal de choses circuler. Faut être très conscient qu'on importe autant qu'on exporte. Donc, on est plutôt sur un juste équilibre sur ces données-là. Et puis, il faut savoir aussi comment c'est fabriqué. Et puis, il vaut mieux des fois peut-être avoir un produit qui vient, alors, toujours un peu limité là-dessus, mais on est parfois, en termes d'impact, en termes de transport, plus proche de l'Espagne. Ça dépend des conditions dans lesquelles qui sont faites. Hein, on est bien d'accord. Que de faire venir un produit de l'île, entre autres. Voilà, donc le poids entre l'environnemental, le social et l'économique est quelque chose de plutôt complexe sur lequel on n'a pas une réponse toute faite en disant allez acheter chez Jean-Paul, vous aurez un meilleur impact. Mais il y a quelques exemples ici quand même comme ça. Mais il faut pouvoir se pencher sur les propres spécificités de son entreprise. Et j'espère que je vous ai donné des clés à travers cette présentation et ce workshop sur les différentes étapes et les points qui sont essentiels pour pouvoir avancer. Voilà, il est 15 heures. Je pense que j'ai été plutôt pas mal. Merci beaucoup, Benjamin. Alors, je ne sais pas s'il y a quelques questions. Si des gens veulent prendre la parole, vous pouvez ouvrir votre micro et poser des questions à Benjamin. Là, on peut se prendre 5 minutes de questions-réponses et puis après, peut-être qu'on ira écouter notre Premier ministre pour voir ce qu'il nous annonce en termes de déconfinement. Voilà, donc s'il y a des questions, n'hésitez pas à prendre la parole. Non, bah écoute, tu as été tellement… Ou pas Pardon ? Non, je demandais s'il n'y avait pas une manipulation particulière à faire, lever la main ou ainsi de Non, suite. soit vous levez la main si vous n'arrivez pas à déclencher votre micro, mais sinon, a priori, tout le monde peut le déclencher. Après, je vois quand même pas mal de visages que je connais et puis même ceux que je ne connais pas. S'il n'y a pas forcément de questions a priori maintenant, vous pouvez, voilà, on peut continuer les échanges par la suite dans les semaines et les jours à venir avec mon adresse mail, mon téléphone. Si c'est un sujet qui vous intéresse, ça sera avec plaisir.